Merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints pour partager cette réflexion autour des évolutions de la négociation et de la thématique de la co-construction. Alors en préliminaire, peut-être ça vaut la peine de redire aujourd'hui les conceptions de la négociation et ce qu'on a tendance aujourd'hui à privilégier dans la plupart des séminaires de négociation. Ce que l'on cherche en général, c'est à faire du négociateur quelqu'un de plus aguerri et de mieux averti. Alors, plus aguerri, qu'est-ce que ça veut dire? Un négociateur assez robuste, assez costaud, parce que très souvent dans les formations, les gens font référence quand même à ce que la négociation est vécue parfois et même souvent comme une épreuve et une épreuve difficile, donc une certaine résistance aussi sur le plan émotionnel, par exemple, et donc être assez endurci, avoir un vécu, est assez aguerri de manière à traverser la négociation dans les meilleures conditions, avec le moins de vulnérabilité possible, même si on ne peut pas toutes les éliminer. Et un négociateur averti, c'est un négociateur plus initié, plus instruit aux choses de la négociation, à la conduite de la négociation, pratique de la négociation, et aussi plus prudent, au sens où la négociation, effectivement, nous fait toucher dans des zones de risque. L'incertitude est une des constantes de la négociation et les pressions également que l'on peut subir, les influences que l'on peut subir. Les participants souvent font référence à cet aspect un peu calculateur du négociateur. Attention, prudence avant de dire n'importe quoi et ensuite d'avoir des soucis en aggravant en quelque sorte la situation. Donc, aguerri et plus averti. Alors, si on va un petit peu plus loin, ce qui se travaille dans la négociation, en général, c'est un effort assez important au niveau des intentions. On dépasse l'idée d'objectif, on dépasse l'idée de résultat en posant la question du sens. Qu'est-ce que je cherche? Quelles sont mes intentions dans la négociation? C'est un vrai travail de fond. On travaille sur les intérêts du négociateur, pas seulement sur les demandes et les objectifs qu'il met sur la table. Un fort investissement dans la préparation aussi, et je crois que chacune a pu le vérifier, ça dans la vie de tous les jours. Malheureusement, il y a un certain nombre de négligences au niveau de la préparation, alors qui se paye en temps perdu parfois, qui se paye en incompréhension. C'est la partie invisible de la négociation. Et là, il est opportun de travailler sur une grille de préparation où il y a vraiment un certain nombre de points clés à valider avant d'y aller, au moins pour réduire l'incertitude. La formation à l'empathie, parce que l'empathie, c'est une des clés de la compétence du négociateur. Alors, on en parle beaucoup, c'est connu, le terme même est un petit peu galvaudé. On croit parfois faire preuve d'empathie et ça mérite véritablement une confrontation à la réalité. Donc, c'est un travail auquel la plupart des participants sont sensibles et je crois que tous les spécialistes de la négociation en conviennent. Tout commence par là, cette notion d'empathie. L'argumentation, la qualité des arguments, la dimension rationnelle de la négociation. Si je viens voir mon patron pour demander une augmentation du budget sur le projet, je mets des arguments sur la table. Il y a une dimension rationnelle, explicative, qui sollicite effectivement, au sens vraiment intellectuel du terme, est-ce que je comprends? Quelle est l'explication? Quel est le sens effectivement des arguments que je peux retenir qui pourraient éventuellement me faire changer d'avis ou en tout cas m'influencer dans ma décision? Une lucidité aussi sur les aspects tactiques, les manœuvres, la façon dont l'interlocuteur se comporte dans la négociation, comment il joue dans la négociation, puis il y a une dimension de jeu aussi. Donc c'est plus une lucidité sur ces différents aspects-là, sur les aspects de raisonnement aussi. Il y a eu un éclairage ces dernières années avec les biais cognitifs, les raccourcis de raisonnement, etc. Donc, de plus en plus de lucidité du négociateur, ça fait partie aussi de ses compétences. L'aspect plus oxymore de la négociation, et c'est un des points peut-être les plus délicats dans lequel on a vraiment un état des lieux à faire entre fermeté et ouverture. On connaît des gens dans la négociation qui font preuve d'intransigeance. Ils sont sur la polarité, fermeté de façon excessive. On connaît des gens aussi sur la polarité fortement ouverture, dans la bienveillance. Le terme a eu beaucoup de succès ces dernières années. Et on s'aperçoit que dans la négociation, forcément, il y a à la fois de la fermeté et en même temps de l'ouverture. C'est pas que de la fermeté, c'est pas que de l'ouverture.
Et tout ce travail-là de compréhension, de jeu entre fermeté et ouverture constitue vraiment, je crois, l'origine de l'expérience et vraiment de l'efficacité du négociateur. Et puis, ne l'oublions pas, pour terminer ses compétences sans être exhaustif forcément avec ce tableau, avec ces briques un peu de compétences de la négociation, le négociateur, c'est quelqu'un qui est orienté décision et confrontation. Alors, entre guillemets, une posture intellectuelle, et l'intellectuel en négociation n'est pas toujours très à l'aise. Pourquoi? Parce que la vision intellectuelle des choses écarte souvent de l'idée de décider, de l'engagement dans la décision, et confine simplement à un débat. Sur les plateaux de télévision, on ne voit pas des négociations, on voit des débats, on voit des gens qui débattent. Dans la vie de l'entreprise, parfois, et certains participants nous le disent, je connais des gens qui viennent vraiment débattre, ils discutent, mais ils ne sont pas orientés décision, concrétisation. Donc le négociateur, il a cette dimension pragmatique de l'idée que s'il y a un échange, s'il y a un débat, s'il y a un partage, à l'arrivée, le problème, c'est pas de chercher à avoir raison, mais le problème, c'est d'obtenir l'accord de l'interlocuteur. Et c'est tout autre chose, évidemment. Deux principes guident un peu ces formations. Un premier principe qui, en général, privilégie le fait en permanence de garder le contrôle de la situation. Alors, garder le contrôle à la fois du temps, le timing, le fameux maître des horloges, dont on dit souvent que le négociateur, le grand négociateur est maître. Les émotions, c'est quelque chose qui est monté en puissance ces dernières années. Nos vulnérabilités, notre affect, notre dimension affective interfèrent dans la négociation et dans les décisions. Donc le contrôle des émotions est souvent évoqué. Le contrôle des interactions aussi, des échanges. Ne pas sortir du jeu, ne pas sortir de la table, ne pas déraper dans des polémiques ou dans des conflits stériles. Et puis le chemin de la négociation, c'est-à-dire l'avancée vers justement les décisions. Donc une attitude essentiellement de contrôle, un véritable euh, confrontation à l'idée de contrôle dans la négociation. Et peut-être de façon plus exigeante aussi, ce qui est évoqué dans nos formations à négociation, c'est le fameux mode méta, c'est-à-dire non seulement je garde le contrôle, mais en plus j'ai de la distance par rapport à tout cela. Je suis capable effectivement de savoir où on en est, qu'est-ce qui se passe en ce moment. On avance, on piétine, on recule. J'ai constaté là, il y a quelqu'un qui est en train de sortir du jeu. Donc, tout en étant acteur dans la négociation, je ne perds pas de vue ce qui est en train de se passer. C'est ce qu'on appelle souvent l'attitude méta, qui était vraiment un signe de maturité, à la fois dans la communication et surtout dans la négociation. Alors, c'est un peu quel est le jeu sous le jeu, en quelque sorte. Derrière une demande, qu'est-ce qu'il y a? Je sens, par exemple, une certaine colère monter chez l'interlocuteur, je sens de la crainte, ou au contraire, je sens que depuis quelque temps, là, manifestement, il remonte un intérêt, voire même il s'enthousiasme un petit peu, il montre de la confiance, et donc il y a quelque chose qui a changé, il y a un jeu en quelque sorte sous le jeu. Attention aussi, de l'attitude méta, c'est de la vigilance. Méfions-nous des apparences. Une première demande peut cacher autre chose. Il ne faut pas trop partir vite et prendre pour argent comptant forcément ce qui est dit à un moment donné de la négociation. Donc c'est complexe. Paul Valéry disait qu'un bon accord, c'est un accord au niveau des arrière-pensées. Donc ça veut dire être sensible effectivement à ce qu'il y a derrière les mots, les apparences. Attention à la notion d'apparence dans la négociation. Je dis souvent que l'ombre du zèbre n'est pas rayée. L'ombre du zèbre n'est pas rayée. Donc, il ne faut pas s'en tenir forcément en négociation à la première impression. Alors, le vécu de la négociation, malgré tout cela, reste souvent très problématique. Il reste très problématique parce que la négociation entretient quand même un rapport assez privilégié avec la proximité de la conflictualité. Alors, je ne sais pas dire, il faut se méfier un petit peu des comparaisons entre les époques. Il y a une propension à dire aujourd'hui qu'il y a une certaine montée de la conflictualité, il y a des tensions dans la société, dans tous les azimuts, que ce soit le domaine commercial, on parle du bras de fer dans la grande distribution entre fournisseurs et distributeurs, dans la vie politique, dans la diplomatie, on est tous les témoins à travers l'actualité, à des formes d'enlisement, à des désillusions, on croit aboutir à un accord, on n'aboutit pas, des formes de dissimulation, des jeux de pouvoir, de l'asymétrie aussi.
il faut être réaliste. C'est le pot de fer contre le pot de fer, le pot de terre, le citoyen face à l'administration, par exemple. Donc, il y a un vécu plus que problématique de la négociation. Et c'est surtout l'entretien avec la proximité de la conflictualité qui me paraît vraiment le point sensible. J'en veux pour preuve d'ailleurs que la plupart des grandes figures de la négociation historiquement auxquelles on fait référence entretiennent quand même quelque chose qui serait de l'ordre d'un parfum assez toxique. Quand on parle de Louis XI, son surnom c'est l'araignée, Catherine de Médicis la serpente, Mazarin le vautour, Talleyrand le diable boiteux, Churchill le colérique, Margaret Thatcher la dame de fer, Donald Trump l'histrion. Et puis, si vous avez été voir le film Le Loup de Wall Street, par exemple, le consultant Bedford, qui est incarné par l'acteur DiCaprio, c'est vraiment le négociateur toxique. Donc, le vécu de la négociation renvoie à des personnalités, des images quand même, qui ne sont pas forcément dans un univers, comme on dit, de bienveillance courante. D'où l'idée, effectivement, de travailler sur cette notion de négociation, de prendre de la distance par rapport à ça. Récemment, sur les plateaux de télévision, il y a quelques semaines, le professeur de sciences politiques Bertrand Ampady disait lui-même et rappelait on ne négocie pas sans faire monter la pression. Bon, quand on dit ça et qu'on pose ça sur la table, ça fait réfléchir. On ne négocie pas sans faire monter la pression. On s'aperçoit que le courant de la négociation inspiré par les professeurs Ury et Fisher à Harvard dans les années 80, avec la négociation du win-win, avec la négociation raisonnée, qui a inspiré beaucoup de courants de négociation, ne nous a pas débranché des rapports de force. Même quand on n'en parle pas, ils sont occultés. Et très souvent, les gens dans les séminaires nous rappellent à l'ordre en nous disant, dans la négociation, attention aux apparences, on sent bien qu'il y a de façon latente, évidemment, derrière tout ça, les rapports de force. Et la réalité, il faut la rencontrer, le négociateur la rencontre. Comme le disait le psychanalyste Lacan, la réalité, c'est quand on se cogne. Et le négociateur en connaît une part de cette épreuve de se cogner parfois dans la négociation. Alors, il y a des constats que l'on peut faire. Et ces constats, ce sont eux qui vont nous amener peut-être vers cette idée de co-construction. D'abord, un premier constat, il y a des travaux de recherche de Julia Balogun, une universitaire de l'université de Liverpool, qui montrait à travers un certain nombre de travaux que 70% des échecs sont recensés quand on cherche à imposer des décisions par la verticalité. Autrement dit, quand on cherche à imposer quelque chose. Ça fait plus que 2 sur 3, et évidemment, c'est assez impressionnant. De constater aussi qu'il y a pas mal de malentendus, avec des fausses pratiques participatives. On connaît les déceptions, par exemple, de la concertation. On connaît aussi certaines décisions liées à des consultations qui ont été prises sans rapport avec ce qui a été dit au cours de la consultation. Donc ça, ce sont des déceptions assez lourdes et assez sérieuses. Et puis, depuis 2010, il y a, dans l'air du temps, la notion de co-construction qui est invoquée. L'ex-première ministre, Madame Borne, par exemple, juste avant de partir, en parlait, presque avec des trémolos dans la voix et avec regret d'ailleurs, en disant on aurait pu faire mieux des co-constructions sur des problématiques de réforme, genre les retraites, etc. Donc le sentiment qu'il y a quelque chose peut-être de l'ordre de cette co-construction qui n'est pas accompli ou qui n'est pas véritablement mise en œuvre. Alors, au passage, j'aime bien rappeler quand même aussi que, et on va en parler maintenant, on va basculer dans ce concept de co-construction, qu'il est né dans le secteur non lucratif et les milieux associatifs et culturels. Il y a une assez forte inspiration québécoise derrière, donc il ne faut pas oublier ça. C'est né dans l'univers non lucratif et plutôt les domaines associatifs. Et le terme a été transposé et est de plus en plus transposé dans les pratiques courantes de la négociation, mais il faut respecter un certain nombre de conditions. C'est ce dont je me propose de vous parler à partir de maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est cette co-construction? Allons droit au but.
c'est un dispositif d'élaboration d'une décision en commun, piloté par un facilitateur qui fait respecter les règles. C'est une des conditions de la co-construction. Et bien entendu, et en parlant dans les séminaires avec les participants, certains évoquent un vécu de co-construction. Et ils nous disent, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est produit, c'est-à-dire qu'entre les concepteurs de la notion de co-construction et l'usage de la co-construction, bah, ça me fait dire ce fameux proverbe italien, entre dire et faire, il y a la mer. Hein. C'est-à-dire qu'on est assez loin, même si on dit que c'est de la co-construction, on s'aperçoit qu'on ne respecte pas forcément les principes qui font l'originalité de la co-construction. Pourquoi? Parce que on va s'apercevoir qu'il y a là-dedans des choses effectivement qui sont très contraires à ce qu'on vient de voir depuis tout à l'heure. L'égalité des acteurs, une liberté de parole, une reconnaissance mutuelle des contributions et surtout la participation à tout le processus de l'analyse partagée à la décision finale. Par exemple, on voit dans le domaine social, dans le domaine politique aujourd'hui, une phase de consultation dans laquelle on consulte des acteurs dans la négociation et ensuite on s'aperçoit qu'il y a des décisions qui sont amenées sur la table et que la participation à ce moment-là est en décalage par rapport à la consultation. Pas mal de gens disent la consultation, c'était intéressant, mais au moment de la décision finale, finalement, il n'y a pas de rapport entre ce qu'on avait dit et les décisions qu'on nous met sur la table aujourd'hui. Donc il y a une forme de tromperie, il y a une forme de dissimulation. Dans ce processus de co-construction, il y a une permanence des acteurs depuis la phase de consultation jusqu'à la décision finale. C'est un état d'esprit. Il y a un état d'esprit derrière la co-construction et en gros, si on veut donner quelques lignes de force de la co-construction, c'est rendre possible la coopération par le débat. C'est coopérer. C'est croire possible aussi le dépassement des résistances. C'est également en termes d'état d'esprit, et là ça interpelle, cette dimension-là, c'est faire preuve de réalisme, c'est-à-dire renoncer à des postures idéalisées, un certain réalisme, et cultiver l'idée que la décision finale doit être partagée. Donc ce sont des conditions qui sont loin d'être facilement remplies entre des négociateurs. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur la présence d'un facilitateur qui laisse entendre que les process de co-construction sont plutôt applicables dans des contextes de multi-acteurs, c'est-à-dire plusieurs parties prenantes. Par exemple, un manager qui est en train de négocier avec son chef de projet de façon assez difficile sur des modifications, etc. Bon, je ne sais pas s'il va aller chercher un facilitateur pour réguler leurs échanges. Donc, d'où l'idée, effectivement, qu'on peut transposer dans des négociations une partie de l'état d'esprit de la co-construction, mais pas les principes vraiment chimiquement purs, qui, par exemple, demandent de respecter la présence d'un facilitateur dans la négociation. Alors, d'où vient cette idée de co-construction? Ça vaut la peine toujours de réfléchir quand même au sens, aux tenants et aux aboutissants un peu de ceux qui ont été à l'origine de cette émergence. On peut dire que cette émergence, elle a été progressive et même assez hésitante. On pourrait faire référence aux années 70-80, l'époque de la participation, de la concertation, de la transversalité, où on s'assemble, on se réunit, on discute ensemble, et avec le procès assez sévère qui a été de dire que ça dilue les responsabilités, cette collégialité a été souvent décevante, elle accouche de pas grand-chose, mais on a discuté. C'est vrai que les prémices de la concertation n'ont pas forcément été si favorables que ça. C'était une volonté de rupture avec la verticalité, mais les premières expériences ont souvent débouché sur des décisions extrêmement complexes à prendre, voire sur l'absence de décision. Mais on a discuté. Il y a aussi une tendance dans la société, la culture com, c'est-à-dire le succès du co, tout est co, collaborer, coopérer, co-construire, coexister. On parle aujourd'hui de co-belligérance. Enfin, tout est co, on met co à toutes les sauces. Hein. C'est la culture du avec.
hein, le préfixe latin cum, c'est le avec. C'est-à-dire cette idée un peu fantasmatique, toujours de se dire que dans la négociation, l'idée, c'est faire avec l'autre. Et ça reste vrai. Et dans ce avec, il est lourd de sens. Alors, c'est presque, c'est un peu péjoratif de le dire comme ça, il y a une espèce de mode du co. On met à toutes les sauces le co. Et la co-construction, ben, on fait partie. On fait partie, typiquement partie, qui est substituée à la notion de coopération et de collaboration. Alors, c'est aussi lié à un autre courant en parallèle, l'intelligence collaborative. Les travaux assez extraordinaires d'Edward Osborne, par exemple, sur les fourmis. Le même mouvement aussi de Thomas Dyer sur l'intelligence distribuée des abeilles. C'est à se demander si, dans la réforme des retraites, si on s'était comporté comme des fourmis des abeilles autour de la table, on aurait certainement construit une réforme mieux partagée. Parce qu'ils savent faire, les fourmis et les abeilles, semble-t-il. Avec leur conception de l'intelligence distribuée, de la collaboration, bah, ça fonctionne. Ça fonctionne et plutôt bien, d'après les spécialistes, les éthologues qui travaillent sur cet univers. C'est aussi, alors plus perturbant, vous avez peut-être lu des choses là-dessus, sur les travaux de l'américain James Surowiecki sur la sagesse des foules. C'est tout le courant de l'intelligence collective. Et le mouvement de la co-construction a aussi un rapport étroit avec cette fameuse intelligence collective, qui laisse entendre, et je résume de façon trop caricaturale d'ailleurs cet aspect-là, c'est pas que ça, mais quand même qui consiste à dire que en général, la décision prise par une collectivité de personnes, normalement, est meilleure que celle prise par un individu tout seul dans son coin. Voilà, donc ce courant-là aussi a participé à la montée du courant de la co-construction. J'aime bien faire référence aussi à toutes les recherches du professeur américain Richard Sennett, en particulier sur la critique du narcissisme. Alors, ce qu'il faut comprendre là, c'est la dénonciation des ravages de l'ego. Quand un négociateur vient avec son ego de façon égocentrée, ramener l'autre à soi, c'est-à-dire influencer l'interlocuteur pour l'amener chez lui, bon, il est clair que là, on va sur un choc des volontés, un choc des égos et quelque chose qui est souvent toxique dans la négociation. Donc, une forme, alors on a parlé d'un certain altruisme du négociateur dans la co-construction, c'est prendre en compte effectivement l'interlocuteur. Il y a les travaux aussi de Robert Axelrod aux États-Unis qui sont intéressants dans ce sens-là pour montrer effectivement la puissance de la coopération. Euh, alors en France, on a les travaux du sociologue Michel Foudria, qui est un des membres fondateurs de l'Institut de la co-construction. Donc c'est tout un courant en rapport aussi avec le Québec dont je parlais tout à l'heure, qui ont vraiment travaillé de façon extrêmement sensible sur ce concept de co-construction, souvent d'ailleurs en rapport avec l'origine, c'est-à-dire dans les milieux associatifs, dans le domaine culturel, dans les collectivités locales, sur un certain nombre de décisions en commun. Par exemple, travailler sur le réaménagement d'un centre-ville, sur les mobilités, les nouvelles mobilités, où on rassemble des parties prenantes et on cherche à avancer ensemble depuis la consultation jusqu'à la décision finale dans une démarche de co-construction. Et là, il y a des expériences heureuses, semble-t-il, qui ont abouti véritablement à des décisions partagées à fort impact. Et puis, au passage, comme ça, un petit clin d'œil peut-être, d'autant plus qu'il vient de sortir récemment d'ailleurs, un livre qui s'appelle L'empathie, ça s'apprend. C'est toute l'influence culturelle danoise sur la notion de consensus. Malène Ridal, qui est une bonne spécialiste, là, elle-même d'origine danoise, qui montre effectivement qu'il y a un état d'esprit derrière tout ça qui est l'idée de partage, l'idée de mettre en commun, l'idée consensuelle en fait, qui gouverne quand même cette idée de co-construction et qui est quand même très éloignée de la négociation traditionnelle de type compétitive, fondée sur des rapports de force. Alors, quelle est la dynamique à partir de là de la co-construction? Cette dynamique de la co-construction, euh, il y a quelques principes qu'il faut respecter. Elle doit s'entretenir. Et on s'aperçoit que dans la co-construction, il y a un rôle capital des pratiques de régulation, d'où la présence en particulier d'un facilitateur. Que les échanges avancent par étapes et validations successives. En conséquence, la fameuse séquence closing, si importante dans les process habituels de négociation,
le closing final est dédiabolisé, puisqu'on avance ensemble, étape par étape, vers une décision finale. Donc, autrement dit, quand le processus est engagé et que chacun participe au processus et qu'a fortiori un facilitateur valide le passage d'une étape à l'autre, il y a une forme de dédiabolisation de l'accord final. Alors que dans bien des négociations, par exemple, si vous suivez l'actualité au niveau de l'Europe, au niveau de la négociation sociale, au niveau de la diplomatie, il y a une véritable diabolisation de l'accord final. On a l'impression qu'on a des gens qui, pendant des semaines, des semaines, des semaines, discutent, etc. Et tout le monde croise les doigts en attendant le moment de l'affrontement final où il va falloir effectivement sortir là. Là, dans la co-construction, c'est un processus, d'où l'idée de co-construction d'ailleurs, d'élaboration progressive partagée, une forme de dédiabolisation de l'accord final. Donc ça, c'est une vraie singularité de la co-construction. Bon, le respect d'un contrat de délibération, c'est-à-dire l'échange. Dans l'échange, il peut y avoir de la confrontation, il y a de l'argumentation. C'est pas un lieu de béni-boui, la co-construction. Chacun est amené à argumenter ses propositions. Chacun est amené aussi à valider la proposition d'une autre personne, donc de l'évaluer, donc de la mettre à l'épreuve, donc de l'amener effectivement à s'expliquer, à aller plus loin dans ses explications. Et il y a un contrat de délibération là-dedans qui, normalement, devrait tenir à l'écart au minimum de la polémique et surtout, au pire, du conflit de personnes. Bon, qui, dans la négociation, malheureusement, ce qu'on appelle en jargon de métier, un peu d'une expression un peu triviale, jouer le bonhomme, c'est-à-dire on attaque l'autre. On n'attaque pas ses idées, on n'attaque pas sa proposition, mais on attaque la personne. Bon, malheureusement, il y en a qui sont en train de le faire en ce moment dans des négociations. Ça, c'est redoutable. Dans l'esprit de la co-construction, il y a un contrat de délibération, il y a un fort respect sur cet aspect. Il y a une constante réflexivité des acteurs. Réflexivité, la notion est importante, c'est pas seulement réfléchir. La réflexivité, c'est je suis conscient de ce qui est en train de se passer. Donc, je vois comment évolue l'échange, je vois comment évoluent les propositions, je comprends effectivement qu'on est plutôt abandonné telle voie, qu'on est plutôt parti sur telle autre. Il y a vraiment un travail de distance, l'intellect est complètement sollicité au sens de se dire, je vois d'où on est parti, je vois où on est, et je vois vers quoi on va. Paradoxalement aussi, c'est vrai que c'est un des encouragements parfois dans les séminaires de négociation, l'assertivité n'a pas forcément si bonne presse que ça. Assertivité voulant dire effectivement affirmation. Dans la démarche de co-construction, j'aurais tendance à dire que c'est plus le questionnement qui est privilégié. Plutôt qu'affirmer, c'est questionner, c'est s'interroger. En ce sens-là, d'ailleurs, c'est curieusement pas différent d'une remarque bien senti de Talleyrand qui disait on fait plus avancer une négociation par une bonne question que par un bon argument. Il avait eu, en l'occurrence, une bonne intuition en disant ça. Et c'est vrai, beaucoup de négociateurs le reconnaissent. On fait souvent plus avancer une négociation avec une bonne question qu'avec un bon argument. Euh, alors, allons plus loin encore. C'est dans les principes, c'est aussi encourager à penser contre soi-même. Dans la grande tradition de la philosophe Simone Weil, penser contre soi-même, c'est-à-dire j'ose moi-même, à partir du moment où je fais une proposition, j'ose moi-même le grand saut, on pourrait dire le grand sursaut de se dire, et si c'était le contraire, et si c'était autrement, et s'il y avait autre chose, plutôt que d'insister, plutôt que de renforcer de façon assertive ce que j'ai à dire et de l'affirmer. Donc cette espèce de flexibilité cognitive est un élément qui nous paraît tout à fait essentiel. C'est dans cet ordre d'idées-là aussi qu'on peut classer le fait de faciliter les décentrements et la découverte d'alternatives. Fondamentale, cette découverte d'alternatives, c'est-à-dire sensibilité à entendre autre chose que ce que j'ai dit, plutôt que d'y voir quelque chose qui est adverse ou qui est ennemi. Et c'est interroger les argumentations plutôt que les réfuter. Donc, privilégier encore une fois le questionnement, l'importance du questionnement qui est vraiment essentiel dans la co-construction. Au total,
Pour résumer, peut-être, on peut aller vers une singularité assez saillante de la co-construction que je représenterai de la manière suivante. D'abord, ne pas chercher uniquement à avoir gain de cause. Euh, on vient de situations de négociation, j'aime bien citer souvent l'archétype absolu de cette volonté unique de chercher à avoir gain de cause. Khrouchtchev qui disait euh, on négocie, on ne négocie pas avec ce qui est à nous, on négocie avec ce qui est à vous. C'est l'archétype absolu du non-sens de la négociation. Ce qui est à nous, on négocie avec ce qui est à vous. Donc c'est chercher uniquement à avoir gain de cause, c'est le contraire exact de la co-construction. Rechercher un résultat juste et équilibré. La notion de juste, de justesse et d'équilibre. On la trouve un petit peu avec la fameuse théorie du juste milieu chez Aristote, bon, qui n'a pas toujours été compris, c'est pas tout à fait exactement, mais c'est la notion de juste. On avait entendu, par exemple, au moment où ça allait pas très bien, Madame Borne, par exemple, ancienne Premier ministre au moment de la réforme des retraites, marteler, accentuer très fort que ce qu'elle voulait, c'est une réforme juste. Donc, on sentait là qu'il y avait cette espèce de prémisse de se dire, pour qu'elle soit juste, il faut qu'elle soit partagée en quelque sorte. Donc, la notion de justesse me paraît intéressante. Imaginez une négociation ordinaire de la vie de tous les jours, relation client-fournisseur. Bon, il y a un problème de pénalité parce qu'il y a eu un retard, donc avec une demande d'indemnité. Alors, on négocie, on argumente, on analyse la situation, et puis on constate finalement qu'il y a quand même une co-responsabilité du fournisseur et du client dans cette affaire. Et donc, dans cette co-responsabilité-là, bon, vraisemblablement, on va réviser quand même l'application pleinement à 100% de la clause de pénalité. Parce qu'on accepte le principe de co-responsabilité. Le client, par exemple, reconnaît effectivement qu'il a très tardivement modifié deux spécificités au projet. Et le fournisseur reconnaît effectivement qu'il s'est trompé sur l'estimation du délai supplémentaire. Il y a une co-responsabilité. Et dans une démarche de co-construction, il y a vraiment cette recherche, effectivement, d'aboutir à un résultat qui soit, d'une part, juste et qui soit équilibré. Donc ça me paraît sensible vraiment dans une démarche de co-construction. Très beaux travaux, je vous conseille la lecture du livre magnifique de Jean Birnbaum sur le courage de la nuance, introduire de la nuance. On est dans une époque, et il ne suffit pas de le dire pour, à mon avis, surmonter le mauvais moment là-dessus, de radicalité, de montée de radicalité, de posture de radicalité. La notion de nuance ramène sur le terrain de dimension de la nuance qui fait effectivement que par rapport à ce que j'ai envie, ce que j'ai demandé, je suis capable quand même d'accepter les propositions de l'autre d'une part, mais surtout moi-même de nuancer ce que j'ai demandé. On peut y voir une forme de sagesse quelque part ici, de prise en compte de l'autre et de véritable esprit de coopération. Dans la co-construction aussi, il y a une puissance assez intéressante à trouver dans le raisonnement à double entrée. Le raisonnement sur la connaissance de conséquences et le raisonnement sur la connaissance de cause. On s'aperçoit que dans la co-construction, on privilégie même de raisonner en connaissance de conséquences plutôt qu'en connaissance de cause. Qu'est-ce que ça veut dire? Connaissance de cause, c'est pourquoi je fais cette demande. Donc ça, on sait le faire. L'analyse, les gens savent le faire. Ils argumentent, ils sont même forts dans l'argumentation pour expliquer pourquoi ils veulent telle chose, etc. Et ce que l'on oublie souvent, c'est de raisonner en connaissance de conséquences. C'est-à-dire, une fois que la décision est prise, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences? On a montré, par exemple, récemment, là, il y a des évaluations de politique publique qui commencent à apparaître. Ça fait 1 an que la réforme des retraites a eu lieu. Et il y a à peu près 350 000, 400 000 personnes qui maintenant sont sous le régime des nouveaux décrets de l'application des réformes. Il y a eu des concessions, des compensations qui ont été faites lors de la négociation, puisque ça ne se passait pas très bien. On est en train d'évaluer, par exemple, que pas mal des concessions et pas mal des compensations qui ont été faites sont en train tout simplement de largement rogner toute l'espérance de gain de l'application de la réforme. C'est ça, raisonner en termes de connaissance de conséquences.
la décision que j'ai prise là, est-ce que je suis capable de me projeter et de me dire, effectivement, une fois que la décision sera prise, quelles sont les conséquences? On peut remettre ça dans la relation client-fournisseur, par exemple. Évidemment, on peut discuter longuement et fortement sur les résultats à atteindre dans la discussion et dans la négociation, mais c'est intéressant aussi de se dire, imaginons cette décision-là, une fois qu'elle est prise, quelles sont les conséquences pour vous et moi? Et c'est là qu'on va découvrir de formidables opportunités, c'est là qu'on va découvrir parfois des illusions aussi, euh, des choses qui n'ont pas été prévues, qui sont des sources de préjudice même. Donc, on ne se rendait pas compte qu'on se battait sur une décision qui contient finalement dans son application après un certain nombre de préjudices, mais aussi des opportunités. Donc ça, c'est une richesse forte de la co-construction, c'est d'alimenter la réflexion autant sur le pourquoi on propose ça, que sur les conséquences de la décision qu'on va prendre. Donc, raisonner en connaissance de conséquences plutôt qu'en connaissance de cause et surtout, au moins autant qu'en connaissance de cause. Et je dirais qu'en termes d'état d'esprit, c'est peut-être le travail le plus fort à faire sur soi-même, ça. C'est oser le lâcher prise. Alors, ce qu'on appelle peut-être dans une dimension plus intellectuelle, peut-être la flexibilité cognitive, mais cette capacité effectivement à lâcher prise sur un certain nombre de positions, de manière effectivement à aller vers une décision partagée. Donc, c'est le contraire de l'assertivité au sens où j'affirme et j'irai jusqu'au bout de mon idée. Donc, ce sont des conditions quand même très saillantes à la co-construction qui la singularisent et la différencient à la fois dans les échanges, dans son organisation, dans son vécu avec l'interlocuteur. Alors, en conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire sur cette co-construction? Bah, globalement, c'est assez contre-intuitif et disruptif. Bon, quand des gens disent à co-construction, on ne voit pas trop la différence, ou moi j'ai l'impression qu'on en fait, etc., attention, prouvez-moi et expliquez-moi à coup sûr que la personne a été présente dans tout le processus, du début jusqu'à la fin, depuis la consultation jusqu'à la décision, qu'il y a une égalité dans la prise en compte de chacun des acteurs, ce qui, à nouveau, de façon latente, réveille la possibilité ou pas d'un rapport de force. Hein. Donc, le rapport de force est laissé de côté. La priorité va au fait que la décision est partagée à la radio. Alors, difficile, oui, ça vaut la peine d'essayer. Hein, je crois que c'est en essayant des pratiques de co-construction dans les formations, on peut l'appliquer à des situations assez ordinaires de la vie de tous les jours, entre 4, 5, 6 personnes qui se rassemblent pour prendre une décision en commun et voir ce que peut donner un processus de co-construction. Je crois aussi que c'est un apprentissage. Alors, j'aurais presque tendance à dire, si on embarque des gens, clients, fournisseurs, dans un processus de co-construction, ça vaudrait presque la peine de prendre le temps avant, à travers une demi-heure ou une heure d'échange, justement de mettre sur la table pour chacun une espèce de formation express en se disant, nous allons nous projeter dans une démarche de co-construction, mais voilà un certain nombre de règles, d'attitudes, de comportements, de modes de fonctionnement que nous devons respecter. Alors, avec présence ou pas, mais normalement oui, d'un facilitateur. Alors, est-ce que c'est la panacée? Attention, depuis 2010, il y a une montée en puissance d'une certaine mode de la co-construction. À la limite, les tenants de la co-construction critiquent la négociation en disant c'est quelque chose qui fonctionne mieux, tout ça, et qui est... Bon, je suis très prudent par rapport à ça. Ça marche plus ou moins bien. Et pour avoir rencontré des gens qui vraiment sont sortis de vraies démarches de co-construction, bon, ils ont une évaluation qui leur appartient, c'est-à-dire ils sont capables de dire ce qui a bien marché, ce qui a été satisfaisant, bon, les moments éventuellement un petit peu les plus difficiles. Bon, ce qui est clair, c'est que ça répond, et le pari, il est là en fait, à un besoin de mobilisation des acteurs. Quand des gens, il faut rappeler cette règle-là, quand des gens sont amenés à participer à la décision qui les concerne, ils en deviennent de meilleurs acteurs et de meilleurs applicateurs. Bon, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer parce que ça prend du temps, parce que ça demande des efforts, mais ils en sont normalement des meilleurs applicateurs.
Et puis, je crois que je terminerai un petit peu sur une idée pour la vivre et puis pour la faire partager avec des gens qui se forment à cette co-construction. C'est qu'il faut connaître, j'aurais tendance à dire peut-être au moins une fois dans sa vie, la fierté d'une décision partagée. Euh, c'est quand même là qu'on trouve de la satisfaction. Voilà. Et pour terminer complètement là-dessus, ben, j'aime bien partager cette idée de Paul Valéry, Se comprendre. C'est un chef-d'œuvre, Se comprendre.